Ça, c'est le... Il y a tout ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre. Alors pour ça, je suis désolé, mais voyez mon bouquin, parce que j'ai pas enquêté aux États-Unis ni en Angleterre. Mais en France, il y a eu des trucs à Soisy-sous-Montmorency. C'était à la fin des années 70. Il y a eu un truc. Ah, j'ai oublié de noter parce que j'ai hyper soif. Ah, vous allez noter pour Joël là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi je voudrais, je sais pas, un litre de flotte. Ouais. Tu veux de l'eau plate, de l'eau en bouteille? Un Evian? Ouais. Un badois? Ouais, une badoie, ouais. Une badoie? Ouais, génial, une badoie. Allez, une badoie. Allez. Voilà, je peux vous raconter l'histoire. Alors. Oh, mais attendez, c'est formidable. On est à Toulouse? Oui? Oui, Bah non. nous sommes à Toulouse, oui. Faut que je vous raconte, raison de plus pour que je vous raconte l'histoire de Monsieur Bérazard. Parce que je crois qu'il a émigré à Toulouse. Ah, on va le rencontrer. Yes. Alors, c'est un monsieur qui était flic à Soisy-sous-Montmorency dans les années 70. Et un matin en allant au boulot, il a vu un truc dans le ciel. Et il n'était pas le seul, je crois, à voir ça. Il y a un article du Parisien Libéré que j'ai, si ça vous intéresse, je vous fais des photocopies, je vous le balance. Il y a un article du Parisien Libéré qui raconte l'observation de ce truc qui changeait de couleur, qui portait des lumières, par des flics du commissariat de Soisy-sous-Montmorency. C'était dans la première moitié des années 70. Et si ça intéresse quelqu'un, je vous le retrouve assez facilement, je pense. Alors, ensuite, c'est passé autre chose. Alors là, la date, je ne sais pas par cœur. Elle est peut-être dans mon bouquin d'ailleurs. Enfin, vous en foutez un peu de la date. C'était vers la... Il n'y a pas quelqu'un qui aura un bout de papier pour que je vous fasse un petit dessin? Un bout de papier, non, on a embarqué là. On a embarqué les trucs de commande, dommage. Oui, mais ça va en abîmer. On peut avoir un bout de papier. Un, deux, un, si. Pardon. Non, ça va, merci. Non, c'est bon. Tiens. Ah, merci. C'est bon. Alors voilà. Il y a à Soisy-sous-Montmorency, il y en a une rue qui s'appelle la rue des Dures Terres, je crois. Et puis, Qui a commandé le chimico? Je vais avoir aucun normal. En plus. Ouais, bon, allez-y. Et là, s'il avait là, il aurait eu tout aussi dans la donne. Quoi? Avec du sirop de fraise. Ouais, pourquoi pas? Imagine. Ah, mélange. voilà, grosso modo, il y a un immeuble comme ça qui est une barre. Ça, c'est la rue des Dures Terres, je crois. Mais il se peut que je me trompe, mais non, je crois que c'est la rue des Dures Terres. À la fin des années 70, bon, le terrain là, qui est entre l'immeuble et la rue, c'était un terrain vague. Un Perrier, pas de badois? Il n'y a pas de badois? Non, un Perrier? Ah oui, un Perrier, ouais. Un Perrier. C'est bon, merci. C'était un espace prévu pour mettre des fleurs, des trucs décoratifs. Mais en fait, les mômes avaient tout détruit. C'était un terrain vague. Et les habitants de l'immeuble garaient leur voiture dans un parking qui était derrière. Bon, alors une nuit, monsieur Bérazard était chez lui. Je suis allé chez lui, mais je ne sais plus dans quelle partie c'était de l'immeuble. Je crois que c'est là. Donc il était chez lui, il faisait dodo. Et puis d'un seul coup, il se réveille. Et il se dit, il y a un mec dans le parking. Et il avait son flingue chez lui. Alors, il s'habille à toute vitesse. Il prend son flingue. Et il descend. Alors, dans le porche, là, il y avait une petite porte qui permettait d'accéder directement au porche de l'intérieur de l'immeuble.
Donc il arrive là, il va dans le parking, et puis il se dit il y a un mec qui fait quelque chose de pas bien. Bon. Et puis il cherche partout, et puis il ne trouve pas. Puis finalement, il s'aperçoit qu'à 1 mètre de lui, il y a un mec tout en noir, comme vêtu d'une combinaison de plongeur, une combinaison d'homme grenouille. Et il voit ça, c'est une silhouette à, je sais pas, je dis 1 mètre, mais bon, peut-être 2 mètres, je sais pas, de lui. Alors, il se retourne, et puis l'homme grenouille, appelons ça comme ça, se met à courir. Alors, admettons que la rencontre a eu lieu ici. Hein. L'homme grenouille, le MIB, je ne sais pas comment ça s'appelle, il n'a pas décliné ses qualités, se met à courir sans faire aucun bruit. Et Berazza m'a dit, on n'entendait même pas le bruit de ses chaussures sur le sol. Si quelqu'un court sur le trottoir, on va entendre le bruit de ses... Même s'il a des chaussures souples, ça fait quand même un peu de bruit. Là, ça faisait aucun bruit. Donc le MIB disparaît dans le porche, poursuivi par Berazza qui est dingue. Arrêtez où je tire. Et puis Berazza débouche ici, là, à la sortie du porche, et il n'y a plus rien. Et là, il y a un minuscule arbuste, un arbuste. Quand je suis allé là-bas, c'était il y a 30 ans, hein, je ne me souviens plus exactement, mais un arbuste ridicule, quoi. Un arbuste de rien du tout. Et il a eu une pensée qui n'est pas racontable à tout le monde. Il s'est dit, il a disparu dans l'arbuste. Alors qu'il a quand même disparu dans un arbuste comme ça. Par acquis de conscience, je crois qu'il est allé fouiller dans les caves, toujours avec son flingue dans les caves. Il n'a rien trouvé. Bon voilà, et à la suite de ça, je suis presque sûr qu'il a été pas muté, mais enfin il est venu travailler à Toulouse. Eh ben, ça va de se planquer, hein. Non, Berazza, pas le MIB. Si vous voulez chercher un Berazza dans le coin, il était très gentil ce monsieur, très gentil, et moi il m'inspirait confiance. Alors, bon, cela dit, ça a l'air idiot, je suis d'accord, c'est idiot, on est tous d'accord, c'est complètement idiot, c'est absurde, c'est pitoyable. Bon, mais en 75, ça l'histoire ne le dit pas, en 75, à Beaune, au Côte d'Or, alors là il s'est passé plusieurs choses, plein de choses. Alors, je vous en raconte une, parce qu'elle présente une analogie à celle-là. Un jour, il y avait un type qui s'appelait Claude J, qui était avec sa fiancée dans un endroit assez retiré, dans le Haut-de-Pomard, un endroit très désert, très sauvage. Et puis, brusquement, dans un petit chemin, j'y suis pas allé moi. Enfin, je suis allé près de là, mais je suis pas allé dans ce chemin, je crois. Je m'en souviens plus. Je crois pas que j'y suis allé, je crois pas. Dans un petit chemin où, ouais, c'est ça, où on aurait difficilement pu passer avec un vélo, il voit une Buick noire des années 50. Genre Buick Roadmaster toute neuve, impeccable, toute propre. Et à côté, il y a alors, ce qu'ils ont décrit comme une Cambodgienne habillée en curé. Alors, c'est-à-dire, bon, vous voyez, les Cambodgiens, ils ont un teint un peu plus orange que les Vietnamiens. C'est pour ça qu'ils ont dit Cambodgienne. Alors, dans cette allée qui n'est pas entretenue, qui est très étroite et qui est peut-être à 1 kilomètre du plus proche habitant, il y a une Buick Roadmaster, si toutefois c'est ça,
toute neuve, étincelante, et des croque-morts qui discutent avec une Cambodgienne habillée en curé. Alors, oui, c'est Barjo, mais attends la suite. Alors, Claude J, merci, qui avait toujours le cœur sur la main, imagine que la dame est en train d'être agressée par des croque-morts. Alors, n'écoutant que son courage, il se précipite en disant vous avez un problème madame ou quelque chose comme ça. Alors la Cambodgienne, j'ai oublié de vous dire, elle avait comme une serviette de bain entourée autour de la tête. C'est original. Ça lui faisait comme un turban. Et elle a disparu dans la végétation, dans des arbustes très confus. Elle est rentrée dans les arbustes et on ne la voyait plus. Si nous on rentrait dans ces arbustes, on aurait les branches, les épines qui se prendraient dans nos fringues. Elle est rentrée comme dans du beurre dans les arbustes. Et alors là, je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Je crois que Claude et sa fiancée sont partis, ou c'est les mythes qui sont partis, je ne sais plus. La fin de l'histoire, c'est ça. Alors, donc, on passe d'une histoire de disparition dans un arbuste à une autre histoire de disparition dans un arbuste. Et là, à Beaune, au-dessus de Pomard, il y a un détail qui apparaît, c'est la Cambodgienne habillée en curé. Alors, la même description, absolument, a été donnée avec beaucoup de précision par un monsieur qui se prénomme Noël, qui était lieutenant dans l'armée de terre en 1976, qui a pris sa retraite maintenant avec le grade de colonel et qui exerce la noble profession de viticulteur. Et Noël C, son nom, à la limite je peux vous le dire, je peux vous dire le nom. Alors ça se passe en 1975. Il a trempé dans au moins trois histoires de Bible, que je peux vous raconter parce que je les connais par cœur. Enfin bon, vous avez peut-être trouvé ça un peu long. Et dans l'une de ces histoires, on retrouve mention d'une Cambodgienne habillée avec une soutane, avec des petits. Alors ces gens-là, Monsieur Beraza, je ne sais pas, moi je l'ai vu il y a 30 ans, je ne sais pas où il est maintenant. Noël, si vous voulez, je vous emmène le voir. Il se passait plus de choses comme ça il y a 30 ans Là-bas, dans la région de Beaune, c'était fou, ça n'arrêtait pas. Il y a eu des épisodes hallucinants. Je vous ai raconté la buis dans le petit chemin, et il y a eu d'autres trucs. Non, là-bas, c'était grosso modo, c'était en 75. Mais il y avait eu des trucs en 74, mais l'année 75 c'est complètement dingue. Il y a eu des trucs fous, mais allez-y, renseignez. Mais c'est lié à un ovni, c'est-à-dire que ce monsieur Noël C a vu un ovni avant ou après. Par exemple, le 23 juin 74, ouais, donc ça a commencé en 74. Le 23 juin 74, il s'est produit un truc démentiel. Il y avait un très brave homme qui était officier de police municipale et qui est le père du jeune homme qui se promenait avec sa fiancée dans l'histoire que je vous ai racontée. Alors, le père, c'est un mec adorable. Beaune, c'est une vieille ville et très touristique. Alors, il y a un problème de stationnement monstrueux. Alors, ils font du pognon avec les contraventions. Alors, à Beaune, vous avez une armée de contractuels qui font du fric avec les touristes, qui se gardent comme ils peuvent parce que la ville
les rues sont étroites, il n'y a pas de quoi se garer, etc. Bon. Donc, lui, son boulot à ce flic, c'était de planifier le boulot des contractuels. Ça. Voilà, je vous racontais le 23 juin 1974. Ce très brave homme, qui est un type charmant, formidable, dont je garde un souvenir extraordinaire. C'est un mec très marrant, adorable, un mec très spécial, qui adorait la nature. Maintenant il est âgé évidemment, mais à l'époque il passait tous ses loisirs à quatre pattes dans les fossés. Il cherchait des pierres. Il trouvait en quantité des pierres précieuses dans des puits de mine, dans le Morvan. Il était sans arrêt dehors. Dès que quand il n'était pas au boulot, il était dehors. Il m'a appris des trucs sur les champignons. Il était imbattable sur les champignons. Et donc, le 23 juin 1974, il était parti acheter du vin chez un viticulteur. Si, pamplemousse, c'est là. Et ici, Un coca. Parce que... Non, on se déshydrate là. La Céline est passée. Ils sont gentils, mais... Ouais, là, ils avaient bien un coca. Bah, je sais pas, il est pas venu. Bon, donc il faut rajouter un coca. Apparemment. Il était marqué. Quand je l'avais écrit, souligné, c'est bon. Et le sirop d'orgeat, c'est pour toi? Il a été intercepté. Ouais. Je suis. alors, Non, mais attends, on la en suite, la suite. Gérard Jaillet, sort de chez le viticulteur et il voit un truc lumineux dans le ciel qui descendait, comme s'il voulait se poser et qui se dirigeait vers le Haut-de-Pomard. Et Gérard, il était depuis longtemps intéressé par des ovnis. Il avait été témoin en 1954. Il a même témoigné sur Europe 1 en 1954. Il n'y avait peut-être pas Europe 1 en 1954, mais il a ultérieurement, sur Europe 1, témoigné de son observation faite en 1954. Donc il voit le truc qui descend. Il se dit, oh, il va se poser dans de Haut-de-Pomard. Il monte dans sa 4L, il y avait une 4L à l'époque. Il démarre en trombe, et puis il prend le petit chemin que je connais bien, qui mène dans le Haut-de-Pomard. Il s'arrête à mi-hauteur, et il voit, il avait des jumelles dans sa voiture, et il voit sur le plat deux bons hommes Michelin qui faisaient les 100 pas devant un truc qui avait à peu près cette forme-là, avec de grosses lumières. Alors lui, il était à mi-hauteur de la pente, il regardait ça dans ses jumelles, et d'un seul coup, il entend des coups de fusil. On tire dessus, il monte dans sa bagnole et il se barre vite fait. Alors, les coups de feu avaient été tirés par la fenêtre d'un HLM, par un mec qui avait souvent soif, qui devait descendre à l'époque une quarantaine de Cronenbourg dans la journée, et qui s'appelait Jean Beuchotte. Et de la fenêtre de son HLM, Beuchotte avait vu le truc se poser sur le Haut-de-Pomard. Il avait sorti l'artillerie parce que chez lui c'était fort à la mode. Il y avait de quoi soutenir un siège, et il avait en particulier des fusils de guerre. Et il a tiré au fusil de guerre sur une distance de, je crois, 1,5 km. Il a tiré en direction du truc. Et Jaillet, dans la montée, a cru que c'était sur lui qu'on tirait. Et il a appris le lendemain ou le surlendemain, parce que si vous tirez au fusil de guerre par la fenêtre de votre HLM, ça fait un peu de bruit quand même. Et
Bon, alors dans cette histoire d'ailleurs, il n'y a pas d'histoire de mythe dans cette histoire-là, sauf qu'à l'endroit où était posé l'objet, il y en a eu après. Alors c'est un truc à tiroir, c'est monstrueux. On a vu des mythes après à cet endroit-là. Oui, bah, l'histoire que je vous racontais tout à l'heure de la très belle voiture américaine avec les croque-morts et la cambodgienne en soutane, c'était juste derrière. Il y en a eu sur la photo de... C'est bizarre. Il y a un cliché, Ah oui. ramasser des fleurs et... C'est Pendleton, non? C'est pas Pendleton? En Angleterre, Ouais, la petite fille qui tient son bouquet de fleurs, et puis il y a... Voilà, il y a un personnage en blanc bizarre. Je me demande si c'est pas une poupée montée. Il suffisait de mettre une poupée sur un mât. Bon, il y a eu pas mal d'histoires de mythes là-dedans. À Barbina, il y a eu des histoires de mythes aussi. Justement, les petites filles qu'on trouvait. Il y avait une espèce de créature dans la chambre. Hein. Ah oui, oui. Il les impressionnait après. On a proposé de l'argent à la famille. Et alors, ça paraît complètement fou, mais il n'y a qu'une chose à faire, à mon avis, c'est de rentrer dans le vif du sujet, de voir les gens. Et quand vous voyez les gens, concrètement, quand vous faites expliquer par eux, bah, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas l'air de raconter des blagues. Bon, moi je connais, alors ça je l'ai raconté dans le bouquin, je connais personnellement 4 personnes qui ont vu quelque chose de complètement fou vers la mi-juillet 76. Je le racontais à Blandine dans la voiture en an parce qu'elle parlait de MIB. Bon, ces 4 personnes, je les connais, c'est ma femme, la femme d'un de mes meilleurs amis et les 2 enfants de ses amis. L'idée qu'ils puissent raconter des blagues, c'est idiot. Alors ça, c'est pire que n'importe quelle histoire de mythe, d'abduction, de tout ce que vous voudrez. C'est des gens qui sont complètement carrés. Et psychologiquement, c'est impensable qu'ils aient pu imaginer de monter une blague avec ça. Et ils ont pu un MIB. Et bon, ça se passait à Cernois-en-Berry. C'était vers le 18 juillet 76. Et à 1,5 km de là, au lieu dit l'Orgerie, il y a des gens qui passaient leurs vacances dans une petite maison de campagne, qui ont été harassés par des problèmes d'OVNI pendant toutes leurs vacances. Et ils ont été tous très malades et il y a une jeune femme qui est morte à la suite de ça. Une jeune femme de 30 je sais pas combien, 32, 34 ans, qui est morte quelques semaines après. Bernard Bidot aussi. Il avait été suivi en voiture par des MIB. Oui, dans son livre. Attention danger, revenez de collège. Il y en a d'autres Lui, il se plaint qu'il a eu carrément des attaques. Alors, je ne sais plus si ça a déclenché une maladie ou. Mais il a été malade à un bon moment et l'origine de sa maladie, c'était une attaque de vie. Il avait suivi en voiture. Il y avait je crois que il avait reçu des télépathies. Je ne sais pas si c'était la télépathie. Je me demande si Pierre Denval n'a pas des choses à raconter aussi. Dans ce domaine-là. Pierre Delval. Delval. Et puis, Beaucoup à une époque. il a eu des histoires. Tu es au courant? Et alors quoi? Quoi comme histoire? Ouh là là. Et raconte, mets-toi à table. Mets-toi à table. Il y avait même des personnes qui l'ont vu lui. Dans 2 endroits en même temps. Mais lui, il a écrit des livres depuis, Pierre Delval. Non, mais il a eu une période. Ah oui, il a écrit beaucoup de livres. Ah oui. Il me raconte tout ça. Non, ça non. Non, ça, non. Et évidemment, il a écrit beaucoup de livres. Je sais pas où il raconte ça, non, moi je le connais un peu personnellement. Quoi. J'arrive pas. Mais les histoires où lui, il a été impliqué dans cette histoire-là, c'est pas lui qui m'a raconté. Toujours il y a des ovnis. C'est des personnes, des témoins qui nous ont raconté
commencé à lire l'un de ces bouquins, et franchement, je peux pas le mec qui rentre des maisons, il y a des armoires pour changer de place, des ampoules pour exploser, il y a un truc dans le plafond. Là où j'ai carrément arrêté de lire le bouquin, c'est quand il raconte qu'il est allé dans un immeuble près de la gare de Marseille, un immeuble qui n'existe pas. Un étage qui de qui vous parlez? C'est pas vrai. Ah oui, Jean-Claude Fontaine. Et t'as vu Merkel aussi qui dit qu'il a eu des... Burkel. Claude Burkel. Moi j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre il y a près de 11 ans. J'ai promené mon chien vers 2h du matin et j'entends des bruits comme des bruits d'enfants et des coups de ballon, des coups de pied dans le ballon. Et je me dis que le fond des enfants à 2h du matin, avec ce temps-là, c'était terrible. Et on dirait que de force m'empêchait de me tourner. Et quand je me suis tourné, j'ai vu un œuf qui rebondissait dans l'air, comme s'il rebondissait sur le gaz de plexiglas. Et cet œuf avait la taille plus gros qu'un œuf d'autruche, plus petit qu'un ballon de rugby. Et je me suis approché et l'œuf il s'est mis à sauter dans les arbres. Mais je me suis dit, je dois être fou, ça doit être de la schizophrénie. J'ai regardé le chien, et le chien aussi, il faut regarder cet objet rebondir dans l'espace. Il s'est rebondi à 1m50, 1m80 sur une glace de plexiglas. Et chaque fois qu'il rebondissait en l'air, il émettait un son, comme un claquement. Vous ne pouvez pas rédiger ça? Donnez-moi une de vos cartes. J'en ai pas. J'ai votre magazine. Je vais vous en faire une. Oh mais j'ai votre magazine. Vous pouvez me passer. Ah bah oui. Voilà. Il était glacé, il était lumineux. Il était comment? Il était là. Et bien cet œuf, il ne brillait pas, il émanait une légère lumière, blanchâtre. Il était visible dans la nuit. Mais on sentit que ça ne brillait pas. C'était où? C'était du côté de Carmo, du côté d'Albi, dans le Tarn. Et je l'ai parlé un peu, je suis revenu 2 heures après, le phénomène avait disparu. Ah bah ouais. Et il y a une amie qui est Maya Colbossi qui m'a dit que c'était un oiseau surdoué, mais bon, Imagine qui voulait, disons, un état dans l'œuf. Oui, c'est la bouquette de l'oiseau. Voilà. Oui, il voulait sortir de l'œuf, il n'y arrivait pas, alors il faisait des gros efforts. Non, ça c'est gentil, mais j'ai vécu ça et pendant une semaine, j'étais malade. J'étais arrêté, toute ma vision du monde en quelque sorte avait été bouleversée. Je repensais à ce chien qui fixait cet objet et qui suivait du regard sur cette histoire. Ça pouvait mettre ma gueule, comme il s'appelle, comme Didier Gomez. Le château de Parme était Gomez, s'il te plaît. Il a dit à une japonais qu'on peut caper la dog. J'étais morte de rire. Parce qu'il n'est pas dans les Gomez, c'est pas dans les petits souvenirs. Ah non, c'est moi qui ne suis pas dans les siens. Je sais pas, mais en tout cas. Il a expliqué à ses fidèles que je suis un seul mec. Bah, t'es pas au courant, t'as pas regardé? Moi je n'écoute pas. Ben moi, oui, moi non plus. Mais moi, j'écoute pas non plus, mais on m'a envoyé. C'est gentil. Je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Parce que j'ai pas voulu aller trifouiller les soirs, fin 2005. À Grouillet, ouais. À Grouillet, le Grouillet. C'est pour ça qu'il t'a accueilli. Ah oui, parce que j'y avais dit que j'y allais, et quand j'ai vu, c'est pas le nom, non mais quand j'ai vu qui était dans son truc, j'ai envoyé une bafouille en lui disant je suis désolé, ma grand-mère a eu un accident de moto, je ne peux pas venir. Putain, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Il m'a haï à la suite de ça. Il a de l'humour, Moi, je ne pouvais pas vous dire la vérité, quoi. Le journal candidat, il n'y a pas de